Bonjour et bienvenue sur Contre Pop Culture. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui, mon top 10 des meilleurs BD de science-fiction. Alors j'ai bien travaillé, j'ai relu et relu toutes les BD que je pouvais sur le thème et je vous présente aujourd'hui mon top 10 des meilleurs BD de science-fiction. Alors en top 10, en 10e position, La Horde du Contrevent d'Eric Enino, d'après l'œuvre d'Alain Damasio, Le Cosmos et mon campement, c'est le premier tome, et L'Escadre Frêle, c'est le deuxième tome, chez Delcourt. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes de sortie, mais je pense que ça va devenir une des meilleures séries de science-fiction, puisque le livre est absolument incroyable, et on pouvait craindre une adaptation plus ou moins réussie. Eh bien, elle est extrêmement bien réussie. Quand je pense à une adaptation réussie, je pense à cette adaptation-là. Je trouve que c'est un peu le maître étalon. Alors on a cette horde d'enfants entraînés depuis leur plus jeune âge afin de remonter le vent qui terrible sur cette planète et qui détruit tout, qui dévaste tout. Et on voit donc l'entraînement et derrière le départ de cette horde qui va essayer d'arriver à la source du vent. Il y a l'extrême amont. Et donc du coup, on voit les liens, chacun son rôle dans cette horde, et il arrive à retranscrire très bien en dessin l'effet du vent, et c'était vraiment un défi, et il est relevé haut la main, je trouve, par Eric Eno, qui a un très très beau dessin, qui a réussi à donner vie à tous ces personnages. Donc je vous conseille chaudement La Horde du Contrevent, en espérant que cette série finira comme elle a commencé, sur de très bonne qualité. Ensuite, en 9e position, le petit prodige de la science-fiction française Mathieu Bablé. Il avait fait Shangri-La, qui aurait pu être dans ce top. Moi, j'ai préféré Carbone et Silicium, qui est sorti en 2020, chez le label 619, chez Ankama. Donc, Carbone et Silicium, c'est quoi? C'est c'est une histoire complète de 2 intelligences artificielles qui vont défier le temps et les âges, puisque ça va être sur plus de 270 ans cette histoire. On va suivre l'évolution de ces 2 intelligences robotiques qui, ça va être une véritable histoire d'amour entre les deux, avec 2 tempéraments différents finalement, 2 visions du monde complètement différentes. Voilà, il y a des questions métaphysiques, voilà, c'est très poussé, c'est très intéressant. C'est très bien dessiné, les couleurs sont magnifiques, vous voyez. Et voilà, moi j'ai adoré cette réflexion sur notre futur de carbone et silicium en 9e position. Ensuite, en 8e place, un classique de la BD franco-belge, Valérian, qui a été un peu l'inspirateur de tout ce qui a suivi, puisque Valérian, il est sorti à l'époque de Pilote, dans les pilotes comme ça. On avait les histoires de Valérian, et du coup, ça a influencé plein d'autres aventures, les cinéastes, ça a influencé Star Wars, les vaisseaux. Et donc là, j'aime bien cette section-là, métro Châtelet, direction Cassiopée, Brooklyn, terminus, station terminus Cosmos, les spectres d'Inderlock et les foudres d'Ipsis, où on suit Valérian, qui est lui sur Terre, de nos jours, là, voilà, à Paris, où il y a des monstres qui arrivent, d'extraterrestres. Et puis on suit aussi le parcours de Laureline, elle, qui est dans l'espace de son côté. Et voilà, il y a toute une aventure voilà, très intéressante avec des bêtes légendaires. Moi, j'avais beaucoup aimé cette partie-là. Mézières et Christin, ils ont vraiment eu un imaginaire qui a influencé énormément de cinéastes. Voilà, on peut parler de Luc Besson qui avait adapté Valérian, avec plus ou moins de succès, enfin plein de choses. Donc c'est vraiment, tout Valérian, c'est très très bon, et je vous le recommande. Mézières et Christin, c'est des super auteurs. Ensuite, en 7e position, un livre qui est sorti en 1973 de Druillet et Loeb au scénario. Donc Druillet, c'est un génie de la bande dessinée. À l'époque, c'était sorti chez Dargo Éditeur. Maintenant, je crois que ça doit être chez Glénat. Et ce dessinateur, Philippe Druillet, alors vous voyez, le livre, il est marqué en 77. C'était mon père qui l'avait acheté. Je l'ai récupéré. Il est extraordinaire parce qu'il éclate les pages,
c'est des véritables fresques. Donc là, c'est l'histoire de Lone Sloan, son héros, qui va aller sur Delirius, une planète folle, une sorte de planète casino, où on peut s'amuser, faire tous les délires possibles. Et donc du coup, Druillet, il est extraordinaire parce qu'en fait, il éclate les planches classiques de la BD pour faire une véritable mise en scène, et, avec des doubles pages folles. Et voilà, il a tout un univers à lui. Et en science-fiction, il n'a pas d'équivalent, je pense, en termes de dessin. C'est complètement fou ce qu'il fait, et magnifique. Et là, l'histoire, elle est très sympa sur cette planète où tout est permis, où Lone Sloan va essayer de piquer la caisse, l'argent, pour le compte de prêtres qui vont essayer de le trahir. Voilà, c'est toute une histoire avec des rebondissements. En tout cas, Druillet, c'est extraordinaire. Tout a été réédité, je crois, en intégrale. Voilà, ça se trouve à l'heure actuelle. Druillet, donc, qui avait été ouais, dans Pilote à l'époque, ça coûtait 8 francs l'hebdomadaire. Et il y avait donc ce que je vous ai montré, voilà, les histoires de Lone Sloan à suivre d'une semaine à l'autre. Voilà, avec des Achille Talon ou des choses comme ça en noir et blanc. Vous voyez, c'était l'époque de Pilote, ce magazine qui a énormément influencé. Je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs sur Pilote et tout ce qui vient avec. Ensuite, en 6e position, je ne l'ai pas dans le bon sens, La guerre éternelle de Haldeman et Marvano. Donc Joe Haldeman, c'était un auteur de SF qui a eu beaucoup de prix pour ce livre, La guerre éternelle, qui a été adapté par Marvano en bande dessinée. La guerre éternelle, c'est paru en 1976 le roman, et en 1988 c'était adapté par Marvano. Donc là, c'est une intégrale. Il y a 3 ou 4 tomes qui sont de La guerre éternelle. C'est un dessin qui est plutôt style un peu comics américain. On suit l'aventure de Mandela, là, ce militaire qui va être envoyé avec une navette spatiale pour affronter une sorte de premier contact avec des extraterrestres qu'on dit belliqueux puisqu'ils ont détruit un satellite. Et donc il y a tout l'entraînement de ces militaires. Joe Haldeman, il a fait le Vietnam et du coup il en est ressorti un peu traumatisé. Il a une critique de la militarisation. Et puis, bon, il n'y a pas énormément d'action, mais c'est très réaliste. Ces voyages dans l'espace, il y a toute la théorie sur les failles temporelles, où lui finalement il va pas vieillir puisqu'il va toujours partir en mission. Et par contre, le reste de la planète va avancer, donc il va être âgé d'un âge incroyable après, un décalage terrible. Voilà, c'est très bien fait, c'est très sombre, c'est très noir. La guerre éternelle, moi j'en avais entendu parler, et c'est vrai que c'est très solide, c'est très bien. Là, dans cette grosse intégrale chez Air Libre d'Argo, vous avez donc les tomes de la guerre éternelle, plus la suite qui a été fait Libre à jamais. Donc la suite, c'est toujours le même dessinateur et auteur. Libre à jamais, on suit la suite des personnages bien longtemps après, avec beaucoup de phénomènes temporels. Voilà. Donc j'ai beaucoup moins aimé Libre à jamais que La guerre éternelle. La guerre éternelle se trouve aussi en intégrale toute seule, sans l'énorme volume que voici, qui coûte 43 €. Donc à voir ce que vous préférez, mais en tout cas, c'est un classique. Ensuite, en 5e position, Ama, voilà, de Frédéric Peters. Ama, c'était un coup de cœur pour moi, puisque ça, c'est l'intégrale chez Gallimard en 4 tomes. 4 tomes d'une histoire très très intéressante, où on suit l'aventure de Verloc, qui a un peu tout perdu, puisque il a un peu sombré dans la déprime, puisque sa femme l'a quitté, il n'a plus le droit de voir sa fille, il n'a plus de travail, tout va mal, et il se réveille sur une planète un peu amnésique, en compagnie d'un singe robotique, et grâce à un carnet que le singe va lui donner, il va pouvoir lire son journal intime de ce qui s'est passé les jours avant, où il rencontre son frère sur une planète qui va le sortir de là et l'emmener dans une mission sur une planète donc étrange et exotique, où il y a une expérience qui a été menée, et cette expérience va complètement modifier la planète, la transformer complètement. La planète va devenir étonnante, et puis il va retrouver sur cette planète un personnage qui ressemble terriblement à sa fille. Ce qui est extraordinaire chez Frédéric Peters, c'est qu'il arrive complètement
à mettre l'émotion qu'on peut retrouver dans les romans graphiques, souvent, l'intensité qu'on peut retrouver personnelle, et la BD de science-fiction, et la BD, voilà, un peu plus d'action. Voilà, c'est très étonnant parce qu'on s'attache complètement à ce personnage et à ses questions un peu personnelles, existentielles qu'il peut avoir. Ama, c'est étonnant et c'est un véritable coup de cœur. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça excellent. C'est sorti entre 2011 et 2014, donc c'est assez récent. Et en quatrième position, nous avons la trilogie Nicopole d'Enki Bilal, trois albums, La Foire aux Immortels, La Femme Piège et Froid Équateur, réunis chez Casterman dans une très belle intégrale. La Foire aux Immortels, c'était paru dans le magazine Pilote en janvier 1980. Donc, ça parle de quoi, la Foire aux Immortels? C'est Paris, début 2023. Le gouverneur Choublanc, une sorte de dictature à Paris, se retrouve avec une pyramide qui s'oppose au-dessus de la capitale. À l'intérieur, il y a des immortels qui ont un problème de carburant. Et donc ces immortels ne savent pas trop comment faire. Et le gouverneur Choublanc et son chat Gogol, qui est une sorte de pape, se retrouvent aux prises avec un cosmonaute qui arrive de l'espace. Et ce cosmonaute, eh bien, le dieu Horus va prendre son corps, ça s'avère comme réceptacle. Et du coup, ça va être toute une histoire. Alors il y a des bribes de journaux qui sont là-dedans. Le scénario est particulier, mais c'est surtout la vision incroyable du futur de Bilal et de ses dessins qui est extraordinaire. Voilà, c'est chaque page, ça pourrait faire un tableau dans une pièce, tellement c'est bien dessiné, c'est magnifique. Voilà, il invente une sorte de hockey ultra violent. Il doit montrer aussi dans le troisième tome de chessboxing où on se boxe et on fait des parties d'échecs, maintenant qui existe vraiment. Voilà, plein de choses avec ces immortels qui rentrent un peu dans la vie des humains, des complots, et puis surtout un dessin incroyable. Dans le deuxième tome, La Femme Piège, il va s'intéresser à une femme on va retrouver le même personnage, hein, toujours, le cosmonaute là, Nicopole, qui va être aux prises avec une femme étrange, qui a des problèmes psychologiques, et toute une histoire. On la suit. Et puis le dessin est fou. Et dans Froid Équateur, on retrouve les mêmes personnages qui vont se retrouver dans une ville d'Afrique glaciale, aux prises avec une histoire. C'est surtout une ambiance, c'est surtout des dessins. Bref, c'est difficile à résumer. Il y a même un petit facsimilé de Libération de 93 avec le 2023. Enfin bref, c'est très intéressant. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup la trilogie Nicopole, et je vous le recommande, graphiquement c'est extraordinaire. Voilà. Ensuite, en troisième place, alors là je n'ai pas réussi à la départager, puisque en fait on va retrouver le grand classique L'Incal, les aventures de John D. Fool, de Jodorowsky et Moebius. Jodorowsky, c'est un scénariste extraordinaire, et puis Moebius, c'est celui qui a fait, c'est aussi Gir, son nom, donc c'est Blueberry, et c'est Arzac, voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jodorowsky, il devait monter un projet qui est là-haut, derrière moi, de Dune, d'adapter Dune, et c'était un projet colossal. Il avait embauché Moebius pour faire le storyboard, et en fait le projet est tombé à l'eau, c'était trop pharaonique, et du coup il s'est dit, bah voilà, mon Dune, je vais le faire au travers de 2 bandes dessinées. Et donc il a fait L'Incal, où on suit les aventures de John D. Fool, donc détective privé de classe R, voilà, une sorte de loser qui rate tout ce qu'il fait, et qui est balancé en début d'épisode à Suicide Alley pour tomber, voilà, et mourir. Et puis finalement, il va être sauvé, et puis il va rencontrer un personnage qui est en train de mourir, et qui va lui transmettre l'Incal. Et du coup, cet Incal, c'est une sorte de pouvoir, c'est une sorte d'élément qui va changer tout. Et tout le monde va se battre pour essayer de récupérer cet élément. Et donc c'est des aventures, voilà. Le dessin de Moebius est renversant, extraordinaire.
Et voilà, c'est vraiment le classique de la science-fiction. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire. Il existe des intégrales de l'Incal. Moi, j'avais ça en 5 tomes, en 6 tomes même. Voilà. Maintenant, il existe de très belles intégrales. Et dans cette série, on trouve eh bien, le fameux personnage du Métabaron. Et ça va être mon ex-aequo donc en 3e place, parce que j'adore ces deux séries, et c'est le même thème, même scénariste, Jodorowsky, qui s'associe à Jiménez pour nous narrer la caste des métabarons, et sans nom, le métabaron. On va remonter ses origines au gré de 8 tomes pour connaître voilà, les origines du métabaron. C'est incroyable, le dessin est incroyable, c'est de la science-fiction, voilà, des Kastaka qui sont des guerriers incroyables qui se transmettent de père en fils ou de père en fille leur pouvoir, mais il faut toujours que le descendant tue son aïeul pour prendre la place. Donc c'est très violent, il y a vraiment un dessin de Jiménez qui est fabuleux. Voilà, des batailles spatiales, c'est des véritables peintures. Moi j'adore son dessin à Jiménez, disparu malheureusement du Covid. Et vous voyez, il y a 8 tomes, mais c'est superbe. Et je ne peux que vous le recommander. Bon voilà, c'est du Jodorowsky, il y a souvent beaucoup de violence et un côté très sexuel, mais voilà, c'est de la science-fiction et c'est superbe. Superbe, donc c'est 8 tomes. Alors bien sûr, l'Incal, c'est tout un univers. Il y a eu aussi avant l'Incal et après l'Incal des séries qui ont été faites. Je les aime moins. Voilà, moi j'aime vraiment l'Incal et la caste des Métabarons, que je trouve absolument excellente. Ensuite, en 2e position, on va retrouver Universal War One. Voilà, Universal War One de Denis Bajram. Énorme classique qui est paru chez Soleil. Là, il y a une intégrale de 3 tomes et 3 autres tomes, donc c'est 6 tomes en fait. Vous pourrez trouver bien sûr des intégrales. Alors, Universal War One, c'est vraiment space opéra avec des magnifiques dessins de l'espace, d'une équipe qui s'appelle l'escadron Purgatory, donc c'est le purgatoire de truands et de gens qui ont fait des mauvaises choses, dont on verra la vie et les flashbacks dans la bande dessinée, qui vont se retrouver dans l'espace, en équipe, à essayer de faire une mission pour étudier une sorte de détonnant mur qui est dans l'espace, une sorte de chose très sombre, qui est capable de traverser les planètes. Et donc, à l'intérieur de ce mur, ils vont découvrir des phénomènes de spatio-temporel. Donc il va y avoir voilà, des trames un peu à l'interstellar de temps, temporalité. Et du coup, ça va être... ils vont se rendre compte que finalement, ce mur n'est pas là par hasard. Il y a des compagnies qui ont organisé ça pour faire une véritable guerre. Et on va avoir la guerre universelle. Donc c'est génial. Ça pose de vraies questions sur l'espace-temps. Et en tout cas, c'est un incroyable... voilà, au niveau science-fiction, c'est absolument incontournable. Et il a fait du coup la suite, Universal War 2, qui est en cours de fabrication. Donc il y a quelques tomes qui sont sortis, la série n'est pas finie, mais j'en ai lu plusieurs et c'est vraiment excellent. Donc je vous recommande vraiment Universal War 1, qui aurait bien pu être premier, j'ai longuement hésité. Et en première place, ça a été fait entre 84 et 93, et j'ai mis Akira. Voilà, Akira de Katsuhiro Otomo, qui est un manga, on va dire, mais qui a largement dépassé tous les critères, puisqu'il a fait que les gens se sont mis à aimer les mangas. Il y a eu un film qui est sorti, un animé au cinéma. Alors c'est l'histoire, en 92, il y a une bombe qui explose, qui ravage tout, et du coup ça déclenche une 3e guerre mondiale, et on se retrouve à Neo-Tokyo en 2030, donc 38 ans après l'apocalypse, et on suit une bande de petits voyous avec Kaneda et Tetsuo, qui sont à moto et qui vont avoir un accident. Et du coup, Tetsuo, chez lui, ça va déclencher des phénomènes. Et en fait, il va avoir des pouvoirs
voilà, un peu, ce sont des enfants un peu mutants qui ont des pouvoirs psychologiques. Et du coup, ça va être la course un peu à ces enfants. Et puis surtout, ils ont des pouvoirs qui sont quasiment incontrôlables. Et ça va partir en cacahuète et ça va détruire toute la ville. C'est un peu du post-apocalyptique qui redétruit tout, en fait, chez Katsuhiro Otomo. Les scènes d'action sont folles, sont incroyables. Scènes de destruction, de villes, voilà, d'émeutes. Il y a 13 tomes qui sont sortis, 14 en fait, puisque le dernier c'est un artbook. Donc il y a 14 tomes, mais voilà, c'est une action incroyable, c'est génial. Voilà, c'est une œuvre titanesque. Et moi j'ai adoré. Bon, c'est violent, c'est cru. Voilà, mais ça dépasse largement le manga. Ceux qui n'aiment pas le manga, et voilà, il y a aucun souci, ça va leur plaire aussi. Voilà, donc en fait, mon top 10, j'espère que vous donnerez le vôtre. Il y a bien sûr des titres que je n'ai pas mis à l'intérieur, comme Aldébaran ou le cycle de Sian, j'ai longuement hésité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui auraient pu rentrer dedans, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre et puis à en discuter. En tous les cas, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille cet excellent livre qui s'appelle La science-fiction, histoire en bande dessinée, de Dolo et Morissette Fan. C'est chez Critique et les Humanoïdes Associés. C'est l'histoire de la science-fiction, comment le terme science-fiction a été dit en bande dessinée, quels sont les grands thèmes de la science-fiction, quels sont les grands auteurs de la science-fiction, voilà, quel livre il faut avoir lu en science-fiction, quel BD il faut avoir lu, tout ça est fait sous forme de BD, on apprend plein de choses, et à la fin, voilà, vous rencontrez tous les grands auteurs qui dialoguent entre eux de SF, d'Asimov, bref, et puis après vous avez les bandes dessinées qu'il faut avoir lues en science-fiction, comme Akira ou Gum. Vous avez les livres qu'il faut avoir lus en science-fiction, Asimov, Dan Simmons, voilà, toutes ces choses-là, c'est hyper intéressant, les séries et les films de science-fiction qu'il faut avoir vu ou lu. Bref, un livre très intéressant qui coûte 22 € chez les Humano et Critique. Voilà, j'espère que j'ai été complet sur le sujet. Et puis, j'espère que vous me donnerez votre top 10 aussi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Vous aurez des alertes comme ça qui vous préviendront. Allez, à bientôt. Au revoir.